J'ai choisi de vous parler de ce que j'appelle les créateurs de monstres. Alors qu'est-ce qu'un créateur de monstres ? C'est pour moi un individu, généralement un artiste ou un créateur, qui va, alors qu'il est a priori comme toi ou moi, sauf qu'il y a parfois une intelligence, une sensibilité ou une créativité un peu plus débordante que la moyenne, on va dire, créer une sorte de chimère, de surhomme, ou mieux de monstre, pour reprendre le titre de ma chronique, destiné à le représenter, à le servir, à le valoriser et surtout à être présenté aux foules et adoré par elles. Alors je me suis intéressé à ces créateurs de monstres pour plusieurs raisons, et d'abord parce que je trouve fascinant la confrontation entre le créateur et le monstre qu'il a créé. Parce qu'il est possible avec du recul finalement de déshabiller entre guillemets les créateurs, le créateur, de l'observer nu, sans le costume de son monstre donc, et de s'apercevoir que ce qu'il y a au fond est très différent, voire radicalement différent de ce costume. Donc là j'ai eu à la fois une curiosité un peu journalistique, d'aller fouiller sous les masques, et en même temps l'envie de comprendre pourquoi et comment ces créateurs créaient leurs monstres. Et je vais commencer par un grand qui est Andy Warhol. Donc ma première partie c'est ça, c'est devenir Andy Warhol. Et je vais commencer déjà par vous dire que Andy Warhol ne s'appelle pas Andy Warhol, comme beaucoup doivent le savoir, mais Andrew Warola. Et je me suis demandé comment Andrew Warola est-il devenu la marque, entre guillemets, Andy Warhol. Il était réunionnais peut-être ? Non, je ne crois pas. Il n'avait pas trop l'allure ni le teint. Mais je ne vais pas faire une biographie ni m'apesantir sur des dates. Je pense que chacun voit à peu près qui c'est, puisque c'est quand même l'un des artistes du XXe siècle les plus connus. On pense tout de suite au pop art, donc mouvement auquel il avait adhéré. On pense aux photographies, aux sérigraphies. Marilyn Monroe. Voilà, coloration de fond de toile, donc c'est les impressions de visage de stars en plusieurs exemplaires, etc. De conserve. On pense à l'art consommé. Voilà, les boîtes de conserve, je vais en parler. Et justement, ça, je commence par ça, merci Alain, c'est les dessous de Warhol, moi que je suis plutôt allé voir. Pas ses culottes, mais ce qu'il y a en dessous de ce nom. Et par exemple, le fait que lors de sa première exposition, donc ces fameuses boîtes de conserve, tout le monde s'en foutait royalement. L'exposition a été un flop, et il y avait même une exposition voisine qui avait elle aussi mis une boîte de conserve en vitrine avec une étiquette « Ici, on les vend moins cher ». Voilà. Ensuite, quand on dit Warhol, on pense évidemment à la fameuse gueule de l'artiste, donc avec ses cheveux blancs, parfois en pétard, etc. Or, on sait que Warhol était tout simplement atteint d'une calvitie précoce, et qu'il se trouvait lui-même particulièrement laid. Donc la perruque, etc., il y a la création qu'il a faite de lui-même, comme par exemple un Karl Lagerfeld à notre époque. Et n'oublions pas aussi la tentative d'assassinat en 1968, donc pour ceux qui s'en souviennent, une militante féministe lui a percé pas moins que le poumon, la rate, l'estomac, le foie et l'œsophage d'une balle. Et en plus, il a failli en prendre 3, il en a pris qu'une, il a eu de la chance, et qu'il a obligé à porter un corset tout le reste de sa vie. Donc ça aussi on le sait pas, mais voilà, Warhol avait un corset depuis cette époque-là. Et pourquoi il avait eu l'honneur de cette féministe alors ? Alors ça, je t'avoue, j'ai lu assez rapidement, mais visiblement c'était certaines de ses œuvres qui ne leur ont pas plu, comme quoi c'était dégradant pour la femme, etc. Enfin, tu sais, les chiennes de garde, il y en aura à toutes les époques, hein. On va pas s'apesantir. On a les nôtres. Pourtant, Warhol, malgré tout ce que je dis là, est bel et bien devenu une icône. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est un mélange, c'est à la fois son talent, l'imaginaire collectif aussi après, et surtout le monstre qu'il a commencé à incarner, qui ont créé Andy Warhol, puisqu'il savait bien baigner dans le milieu un peu VIP, underground de l'époque. Voilà, donc tout ça a créé ce personnage. Et juste après, j'ai eu envie d'enchaîner assez logiquement sur Marilyn Monroe, puisque tu en parlais tout à l'heure. Donc cette deuxième partie de ma chronique s'appelle « Devenir une bombe ». Et donc on sait qu'ils étaient contemporains, Warhol en a été longtemps amoureux. Et Marilyn, c'est pareil, déjà ce n'est pas son vrai nom, bien sûr, on le sait, son vrai nom c'est Norma Jean. Et comment Norma Jean est-elle devenue Marilyn Monroe ? Alors on sait que récemment est sorti un petit livre des confessions de Marilyn, et que le monde entier a eu l'air de s'apercevoir qu'elle avait un cerveau. Elle était sensible, elle était plutôt fragile et timide, et ce qu'elle avait dans la tête était assez loin des déclarations candides et idiotes que nous font les Miss France aujourd'hui. Donc finalement, on avait le monstre public Marilyn, la bombe sexuelle, la plastique, et derrière ça, quelqu'un d'autre existait. Il y avait une identité derrière le monstre. Et j'ai compris récemment qu'en réalité, non seulement elle était loin de se limiter à une bimbo, mais qu'en plus, c'est pire, elle détestait
ce personnage qu'elle avait elle-même créé. Et ici, on est face à une espèce de schizophrénie, puisque le créateur ne supporte même plus sa propre chimère, son propre monstre. Mais en même temps se trouve forcé de l'incarner pour gagner l'amour et l'adoration des foules. Et moi, je trouve ça à la fois assez fascinant, parce que vivre en permanence avec sa propre divinité, tout en la haïssant, il y a un dégoût de soi permanent, ça doit être assez invivable. Et en même temps une sorte de tendresse et d'admiration en me disant qu'une femme peut vivre la majorité de son temps en étant quelqu'un qu'elle déteste, à la fois pour servir sa carrière et servir ce besoin qu'ont les gens d'avoir des idoles. Et on retient quand même que sa mort, si elle est prétendue mystérieuse, laisse quand même penser qu'elle s'est suicidée. Voilà. Oui. Donc tous ces tourments intérieurs montrent que dans certains cas, le créateur finit par ne plus supporter sa propre chimère. Et j'enchaîne sur la troisième partie de ma chronique, qui est cette fois-ci sur Serge Gainsbourg, et que j'ai appelé « Devenir Gainsbar ». Et donc, Serge Gainsbourg, troisième fois, ce n'est pas son vrai nom Lucien Gainsbourg. Gainsbourg, c'est comme Warhol, c'est comme Marilyn, c'est une hydre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au départ, un individu, un homme, qui va, peut-être parce qu'il ne lui suffit pas, peut-être pour servir l'appétit des foules qui veut des héros, inventer un surhomme. Donc Gainsbourg, en privé, c'était un jeune homme plutôt sensible, discret, réservé, soucieux de son apparence aussi. On sait que nous, on connaît le Gainsbourg un peu crade, mais en réalité, c'était pas vraiment lui. Et assez fleur bleue, d'après ce que j'ai pu lire de témoignages de ses amis. Et il va progressivement devenir in, comme il disait, pour ne pas être out. C'est donc qu'il y a travaillé. Et là où les gens ne voient plus que le surhomme, le monstre, il y a l'homme qui petit à petit forge une armure plus ou moins brillante. Et l'armure de Gainsbourg, c'est la nuit, la cigarette, le sexe, le piano et l'alcool. Et il devient tour à tour, là on a l'hydre, donc il devient l'homme à la tête de chou, Gainsbar, il apparaît émacié, drogué, il insulte ceux qu'il ne faudrait pas, il brûle son argent en direct, et il rentre, selon le témoignage que j'ai pu lire d'un passant qui habitait la même rue que lui à Paris, tellement bourré chez lui qu'il n'arrive plus à rentrer la clé dans la serrure. Alors comme pour Warhol, on retient aussi que tous les deux se trouvaient des sales gueules, l'être initial qui était Gainsbourg s'efface derrière son monstre. Et comme pour Marilyn, on a un être sensible, voire fragile, qui, grâce à ce monstre, devient petit à petit un mythe. Et ce mythe, je l'ai retrouvé chez un autre chanteur, et c'est le 4e créateur de monstres de ma chronique, c'est Freddie Mercury. Alors Freddie Mercury, j'ai appelé ça « devenir la bête ». Freddie Mercury, c'est pas non plus son vrai nom c'est Farrokh Bulsara. Alors j'ai choisi de parler aussi de lui parce que j'ai lu récemment un petit livre de 200 pages très intéressant qui m'a fait penser au livre de Marilyn, qui est une sorte de témoignage post-mortem de la plume même de Mercury. Et ce que j'y ai lu, c'est l'homme. C'est l'individu vraiment sous le monstre. Là, on n'a pas le filtre d'une autre plume, on n'a pas la verve d'un journaliste, la critique ou la géographie d'un écrivain, on a l'homme qui dit l'homme. Et je me suis aperçu au fil des pages que Bulsara, c'est quelqu'un de plutôt doux. Plutôt dandy, il appelle souvent le lecteur mon chou, mes petits chéris, ce genre de choses. Il dit qu'en dehors des tournées, il aime son petit luxe, ses chats, ses pantoufles, enfin tu vois. Et il dit que chacune de ses chansons est une petite fantaisie, un produit destiné à être écouté et aimé par la foule. Donc comme a pu l'avouer par exemple un Manu Chao, il admet aussi qu'il est un homme d'affaires, un créateur de fiction musicale, et pas toujours un écorché vif qui livre ses tripes devant un public en délire. Et le monstre Freddie Mercury, qui justifie sa place dans cette chronique, c'est Farrokh Bulsara sur scène. Parce que là, il hurle, il s'arrache les cordes vocales, il danse, il sue, se travestit, bondit, bref, se transfigure. Sur scène, il devient une bête, un surhomme, un monstre. Et il dit aussi dans le livre que le plus grand amour de sa vie, alors qu'en évoquant Freddie Mercury, on peut penser assez naturellement à une icône gay, que le grand amour de sa vie donc avait été et resterait toujours une femme, sa meilleure amie avec qui il avait partagé quand même 50 vies communes, et finalement ils étaient restés amis. Donc cette exagération de la scène que lui commande son monstre, lorsqu'il met des tutus, se déguise en femme, etc., et qui a participé à faire de lui une icône gay, c'est encore une fois pas vraiment Farrokh Bulsara. Comme Gainsbourg, le monstre de Mercury utilise le sexe pour façonner sa légende. Et puis pour finir cette chronique, j'ai choisi de dévier un petit peu sur d'autres types de personnalités. Donc j'ai pensé à Heidegger, le philosophe donc. J'ai appelé ça « devenir le gourou ».
Donc Heidegger, pourquoi il est dans cette chronique? Parce que c'est un créateur de pensée. Et pour cette partie de la chronique, d'ailleurs, je remercie beaucoup Benoît qui m'a filé un coup de main. J'ai déjà parlé de Benoît à l'antenne. On a créé d'ailleurs ensemble le site Agora, que je vous recommande fortement. Voilà, agora.kectux, kegtux.org, org. Et il y a vraiment beaucoup de choses. On parle de tout, on parle de science, on parle de bricolage, on parle de littérature, on parle de musique classique, donc je vous encourage fortement à y aller. Voilà, donc Martin Heidegger, un philosophe contemporain, mort en 1976, bref. Selon ce que j'ai lu de lui et les informations de Benoît, c'était une sorte de petit bonhomme, assez frêle, d'une constitution fragile, un peu comme un Proust. Et c'était dès qu'il prenait la parole qu'il s'embrasait, en quelque sorte. À ce moment de la prise de parole, grâce à la force de sa pensée, il démontre une très très grande puissance de frappe, comme pourrait le faire par exemple un rappeur. Il est retranché dans une sorte de tour d'ivoire, on n'ose plus trop l'attaquer, et il appelle le respect des autres par son verbe. Et par exemple, il était particulièrement respecté par ses étudiants. Et là, c'est un peu différent des autres créateurs dont j'ai parlé, c'est pour ça que je finis ma chronique là-dessus, mais ça s'en rapproche, parce que celui qu'on surnomme le petit bonhomme devient une sorte de gourou. Il s'invente héros, meneur de foule, juste par la force de sa parole. Et il est à rapprocher de Kant, par exemple, qui a une philosophie quand même une grande puissance. On retient tous Kant dans la philosophie. Mais Kant, il avait une vie sociale inexistante. Il n'avait aucun succès avec les femmes. Il vivait avec une bonne à la maison. Et il faisait une petite promenade de 2 heures par jour. Voilà. Donc Kant, comment devient-il un monstre? Par la puissance de sa pensée, tout simplement. Donc on a là aussi la création d'un monstre, d'une façon un peu différente des autres artistes que j'ai cités, mais toujours dans une idée de transfiguration de soi. L'homme devient monstrueux, un surhomme. Voilà, on pense aussi à Nietzsche par exemple, dans Ainsi parlait Zarathustra, qui fait parler ce prophète à sa place, Zarathustra. Et pour finir, j'ai trouvé amusant de constater que les monstres ne fonctionnent pas toujours mieux à l'époque où vit le créateur, mais trouvent parfois leur apogée beaucoup plus tard. Donc lorsque le temps et l'imaginaire collectif ont fait leur travail. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. Là, c'est vraiment ce qui m'a agité la pensée quand j'ai écrit cette chronique, c'est que ce qui est intéressant chez le monstre, c'est qu'il n'a pas d'âge. C'est le principe. Lorsqu'on crée un monstre, on en fait quelque chose d'immortel, une surpuissance qui n'est pas sensible au temps. Et là aussi, Benoît m'a aidé en apportant peut-être une sorte d'explication. C'est que Goethe a dit que la tragédie est morte depuis longtemps. On manque de héros. Les gens ne vivent plus dans l'honneur et la gloire de la mort. On est entré dans Goethe nous dit, une esthétique de l'angoisse maintenant. Et donc c'est peut-être finalement ça, ce que font ces créateurs de monstres. C'est qu'ils inventent, à partir d'une souche qui n'est qu'eux-mêmes, juste humaine, un héros destiné à être immortel. Et comme les gens s'ennuient d'être eux-mêmes et de se sentir vieillir, ils se raccrochent à ces divinités en espérant qu'elles leur prêtent un peu de leur immortalité. Voilà, et un peu ironiquement, pour conclure cette chronique, je vais laisser à Tony le temps de nous trouver ça. J'ai choisi la musique d'un film, donc tu vas la trouver sur YouTube, donc Arizona Dream. Je pense que je sais pas si tu connais le film. Et la chanson s'appelle Death. Donc la mort, voilà, et c'est pour ça que je dis ironiquement, parce que ces surhommes sont immortels. Ça devrait être le premier lien, je pense, qui était un film, donc Arizona Dream d'Emir Kusturica, qui est probablement mon film préféré entre tous. Et je trouve que cette musique est d'une grande puissance. Voilà.